Une série d'attaques aériennes massives a été menée avec succès sur des installations militaires dans toute l'Ukraine. En France, qui veut la paix se prépare à la guerre. Le ministère de la Santé mobilise les hôpitaux pour se mettre en condition d'une guerre généralisée d'ici mars 2026. Emmanuel Macron et Friedrich Merz saisissent une nouvelle occasion de tenter de convaincre le monde de la solidité de l'UE. Alors que la Russie renforce ses partenariats sur le continent africain, stratégiquement vital, une guerre de l'information s'intensifie en Afrique. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle demi-heure d'information sur RT en français depuis Moscou. Des usines, des aérodromes et d'autres installations militaires du régime de Kiev ont été touchées pendant la nuit du 28 août. Kiev et ses alliés de l'UE recourent comme toujours à la désinformation. Les deux frappes chirurgicales précises que vous voyez ont eu lieu tôt le matin du 28 août à Kiev. Selon des informations de sources ouvertes, la firme Ukr Space Systems, qui fabrique et développe des drones d'attaque, a été touchée. Ce bombardement a fait partie d'un raid massif dirigé contre les infrastructures militaires de l'Ukraine. Les habitants de Kiev publient également sur les réseaux sociaux d'autres conséquences des frappes. L'usine de drones turque Bayraktar aurait également été touchée. Cette nuit, l'armée russe a mené une série de frappes avec des armes aériennes de haute précision à longue portée, notamment avec des missiles hypersoniques balistiques Kinjal, ainsi qu'avec des drones contre des sites du complexe militaro-industriel et des bases aériennes de l'Ukraine. Les objectifs des frappes ont été atteints, toutes les cibles désignées ont été touchées. De son côté, l'Union européenne continue de se plier à la propagande ukrainienne qui prétend que des frappes ont été menées contre des cibles civiles. Et tout cela sans condamner les attaques ukrainiennes perpétrées de manière délibérée contre des infrastructures énergétiques en Russie. Après ce raid nocturne contre des installations militaires ukrainiennes, la présidente de la Commission européenne rappelle qu'un nouveau paquet de sanctions, le 19e, est en cours d'élaboration. C'est pourquoi nous continuons à exercer une pression maximale sur les Russies. Cela signifie un durcissement de notre régime de sanctions. Nous présenterons bientôt notre 19e tranche de sanctions dures. Nous faisons avancer parallèlement le travail relatif au gel des avoirs russes afin de contribuer à la défense et à la reconstruction de l'Ukraine. Et bien sûr, nous fournissons un soutien fort et inébranlable à l'Ukraine, à notre voisin, à notre partenaire, à notre ami et à notre futur membre. Cependant, alors que Kiev et ses sponsors européens freinent la conclusion d'un accord de paix en Ukraine, la situation sur le terrain évolue de jour en jour. Les troupes russes ont pris l'initiative sur toute la ligne de front et les défenses de l'armée ukrainienne ne sont plus en mesure de tenir. L'offensive s'intensifie dans tous les secteurs, tandis que dans le Donbass, la ville de Krasnoarmeysk, centre logistique crucial, est assiégée de plusieurs côtés. Et tandis que Zelensky continue de formuler des exigences irréalistes, Moscou réaffirme son intérêt pour une résolution pacifique du conflit. L'opération militaire spéciale se poursuit. Nous constatons également la poursuite des attaques contre des infrastructures russes, souvent des infrastructures civiles, par le régime de Kiev. Les forces armées russes continuent également de remplir leur mission. Comme annoncé, elles continuent de frapper des cibles militaires et semi-militaires. Ces frappes sont efficaces et ces cibles sont détruites. L'opération militaire spéciale se poursuit. Parallèlement, la Russie reste intéressée par la poursuite des négociations afin d'atteindre nos objectifs prévus par des moyens politiques et diplomatiques. Toutefois, l'obstination du régime de Kiev ne satisfait pas tous les membres de l'UE. Ainsi, la Hongrie et la Slovaquie continuent d'exprimer leur protestation contre les attaques ukrainiennes sur l'oléoduc qui les relie à la Russie. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a appelé Kiev à cesser ses menaces à l'encontre de la Hongrie et ses attaques contre les infrastructures essentielles à l'approvisionnement énergétique du pays, que Budapest considère comme une atteinte à sa souveraineté. Selon Szijjártó, les dirigeants européens ont intérêt à poursuivre le conflit ukrainien, car ils ne seront tenus responsables de leurs actes qu'une fois celui-ci terminé. Outre des frappes aériennes, le ministère russe de la Défense a fait état d'une autre opération réussie. Pour la première fois, l'utilisation par la Russie d'un drone naval a été officiellement dévoilée. À l'aide d'un bateau de surface sans équipage, le navire de reconnaissance moyen Simferopol de la marine ukrainienne a été coulé à l'embouchure du Danube.
Le régime de Kiev a quant à lui tenté une nouvelle fois d'attaquer des infrastructures énergétiques dans plusieurs régions de la Russie. Plus de 100 drones ont été détruits. Washington, qui suit cette évolution, a déclaré que les deux parties au conflit n'étaient pas prêtes à y mettre fin. Les deux parties à cette guerre ne sont pas prêtes à y mettre fin elles-mêmes. Le président souhaite qu'elle prenne fin, mais ce sont les dirigeants de ces deux pays qui doivent y mettre fin et qui doivent également le vouloir. Je pense que le président fera des déclarations supplémentaires à ce sujet. Dans la prochaine émission de Ici Moscou, Xavier Moreau discutera avec ses invités des évolutions du conflit en Ukraine et du coût exorbitant reporté sur les pays européens. Vous pourrez suivre l'émission en direct demain sur RT en français à partir de 17h, heure de Paris. Emmanuel Macron appelle à la fin de la guerre en Ukraine. Mais est-il sincère? Quoi qu'il en soit, son gouvernement se prépare à un conflit généralisé en Europe. En cas de force majeure, disent-ils. L'explication de Nadège Abderrazak. C'est une nouvelle qui ne fait pas la une de la presse, mais qui n'est pas moins inquiétante. La France se prépare à la guerre. D'après les révélations de nos confrères du Canard enchaîné, le ministère de la Santé invite les différentes agences régionales à se préparer à un possible engagement militaire de grande ampleur de la France d'ici au mois de mars 2026. Dans le contexte international que nous connaissons, il est nécessaire d'anticiper les modalités du soutien sanitaire en situation de conflit de haute intensité. Des formations visant à sensibiliser les soignants aux contraintes d'un temps de guerre marqué par la raréfaction des ressources, l'augmentation des besoins et la survenue d'éventuelles rétroactions sur notre territoire, mais aussi la prise en charge des troubles post-traumatiques à la filière de médecine physique et de réadaptation sont prévues. La France se prépare à devenir la base arrière d'un conflit armé généralisé en Europe dans les prochains mois. Pour cela, le pays doit être capable d'accueillir des centaines de milliers de soldats français et étrangers blessés. Est envisagée la création de centres médicaux à proximité des ports et des aéroports pour pouvoir acheminer les militaires vers leur pays d'origine. Interrogée, la ministre de la Santé ne nie pas l'existence de ce document interne et préfère parler d'anticipation. Ça fait partie de l'anticipation, comme les stocks stratégiques, comme les épidémies. Souvenez-vous, je n'étais pas en responsabilité au moment du Covid. Souvenez-vous, il n'y avait pas de mots assez durs sur l'impréparation du pays. Donc il est tout à fait normal que le pays anticipe les crises, les conséquences de ce qui se passe. Ça fait partie de la responsabilité des administrations centrales, et heureusement. Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, l'éventualité d'une entrée en guerre de la France n'est même pas envisagée par les Parisiens que l'on a interrogés. Ils appellent plutôt nos dirigeants à retrouver le sens des responsabilités et du bon sens. Mais je pense quand même pas que ce soit envisageable de rentrer en guerre. Non. Tout simplement, c'est pas. J'imagine pas ça, je pense pas. D'après Florian Philippot, le patron des Patriotes, Emmanuel Macron souhaiterait se maintenir le plus longtemps possible à l'Elysée, tout en obtenant les pleins pouvoirs, mais cela n'est possible qu'en temps de guerre. Le théâtre de guerre le plus proche d'Europe a lieu en Ukraine depuis plus de 3 ans. Les négociations piétinent entre Moscou et Kiev, malgré la participation active de Washington. Une paix qui scellerait la capitulation de l'Ukraine n'est pas une option pour les Européens qui multiplient les déclarations agressives vis-à-vis de la Russie. Dans une démonstration minutieusement coordonnée d'unité européenne, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont tenu un point de presse conjoint à la veille du Conseil des ministres franco-allemands. Dès le mois de mai dernier, nous avons lancé ensemble au fond une nouvelle page de la relation franco-allemande. Cette volonté d'avoir un réflexe franco-allemand, de lancer des projets nouveaux. Et le travail qui a été conduit par nos équipes, l'intensité de nos rencontres depuis lors, permet aujourd'hui, l'occasion demain du Conseil des ministres, d'avoir 8 documents stratégiques qui seront partagés, endossés, d'avoir aussi une vingtaine de projets phares. C'était ce que nous voulions dès nos discussions d'ailleurs du printemps dernier, et de pouvoir avancer très fortement. D'abord parce que c'est bon pour nos deux pays, pour nos deux économies. C'est un honneur exceptionnel pour nous d'être ici. Et c'est surtout une preuve que l'amitié qui nous unit entre la France et l'Allemagne, mais aussi entre nous deux, toi et moi, c'est vraiment un grand honneur. Merci pour ça.
Le dirigeant français dont le pays est en train de traverser une de ses plus fortes crises de pouvoir a souligné vouloir renforcer l'alliance franco-allemande dans l'intérêt d'une Europe plus forte en matière économique, commerciale, monétaire et militaire. Le tandem n'a pas manqué l'occasion d'évoquer dans ce sens leur récente visite en Moldavie qui votera pour ces élections législatives fin septembre. Ce déplacement a été perçu par certains Moldaves comme une intrusion dans leurs affaires intérieures. Et puis enfin, il y a le travail que nous menons ensemble, on l'a encore montré cet été, en allant ensemble il y a quelques jours, d'abord hier en Moldavie, pour défendre l'Europe à ses frontières et des élections libres et l'idée européenne devant une foule qui nous a beaucoup impressionnés. Et puis c'est aussi le travail que nous menons et que nous avons conduit ensemble au mois d'août à Washington. Et je crois que le couple franco-allemand aujourd'hui est parfaitement aligné pour justement avoir une Europe plus forte en matière économique, commerciale, monétaire, mais aussi avoir une Europe qui tient sa position géopolitique dans le conflit en Ukraine face à la guerre d'agression lancée par la Russie, et une Europe qui regarde aussi en face ces défis et qui a décidé de se réarmer pour assurer sa protection. La Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France ont annoncé le lancement du mécanisme visant à rétablir toutes les sanctions de l'ONU contre l'Iran. Il s'agit du mécanisme de snapback qui rétablirait automatiquement toutes les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU levées en vertu de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Dans la lettre envoyée au Conseil de sécurité de l'ONU, les pays européens ont souligné qu'au cours des 30 prochains jours, avant l'entrée en vigueur des sanctions, il reste ouvert à des négociations avec l'Iran sur un accord nucléaire qui pourrait empêcher la réimposition des sanctions. En conséquence des actions de l'Iran, et conformément au paragraphe 11 de la résolution 2231-2015 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont décidé aujourd'hui d'informer le Conseil de leurs convictions que l'Iran ne respecte pas significativement ses engagements dans le cadre du plan d'action global commun, déclenchant ainsi le mécanisme de snapback. Si les 3 pays européens lancent un mécanisme de renouvellement des sanctions de l'ONU contre l'Iran, Téhéran pourrait introduire des contre-mesures, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères de la République islamique, Kazem Garibabadi. Nous avons clairement fait savoir aux pays européens que s'ils s'engagent à la réimposition des sanctions, l'Iran prendra naturellement des mesures de rétorsion appropriées. Nous leur avons également signalé que ce type de démarche compromettrait complètement toute coopération et interaction avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et y mettrait de fait un terme. En échange de la levée des sanctions internationales en 2015, Téhéran avait accepté de limiter son programme nucléaire. Aujourd'hui, en insistant sur le caractère pacifique de son programme nucléaire, l'Iran affirme que les pays européens n'ont aucune base juridique pour réimposer des sanctions par le biais de ce mécanisme. La République islamique se réfère ainsi au non-respect de l'accord nucléaire de 2015, lorsque le président américain Donald Trump avait retiré son pays en 2018. Et maintenant, passons aux actualités les plus discutées sur notre site internet rtenfrançais.tv. Pendant près de 3 décennies, des milliers de femmes groenlandaises, souvent mineures, ont été victimes d'une contraception forcée organisée par le Danemark. Le 27 août 2025, la première ministre Mette Frederiksen a exprimé publiquement ses regrets, admettant la responsabilité de l'État pour ces pratiques ciblées contre les populations inuites. Dans une tribune écrite pour RT, Dmitri Medvedev alerte sur le danger que représente l'abandon progressif du statut de neutralité de l'Autriche. Il accuse une partie de l'élite politique viennoise, sous l'influence de Bruxelles, de pousser le pays vers l'OTAN, mettant ainsi en péril les fondements juridiques et historiques de la République autrichienne. Tension franco-algérienne. Alger dénonce le chantage au visa de Paris. La diplomatie algérienne a convoqué le 27 août le chargé d'affaires français à Alger après un communiqué jugé inacceptable de l'ambassade de France annonçant une réduction des rendez-vous pour les demandes de visa. Suivez toutes les actualités du jour à tout moment et où que vous soyez sur rtenfrançais.tv. Plus les pays africains se rapprochent de la Russie, plus le continent préoccupe l'Occident. Alors que l'ambassade des États-Unis en Ouganda organise des cours de lutte contre les narratifs pro-russes, Kiev tente de blanchir son image au Sahel. Les précisions de Bassem Chibi.
L'Afrique, terrain de prédilection d'une guerre d'information qui oppose les puissants de ce monde. Depuis des centaines d'années et même après leur indépendance, de nombreux pays du continent demeurent sous l'influence occidentale. Une forme de néocolonialisme de plus en plus contestée par une Afrique qui aspire à la souveraineté. Du Cameroun à la Centrafrique en passant par le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger, de plus en plus de pays d'Afrique ont opéré ces dernières années un rapprochement avec la Fédération de Russie. Un rapprochement qui tout naturellement inquiète, voire dérange l'Occident qui observe impuissante le développement en Afrique d'une rhétorique anti-impérialiste. La Russie poursuit en Afrique une politique pragmatique qui vise à renforcer les liens multiformes avec les pays africains sur une base bilatérale et multilatérale. Face à ce revirement de situation, rien de tel qu'une guerre d'information, voire de désinformation pour sauver ses intérêts. Selon une enquête menée par West Africa Weekly, l'ambassade des États-Unis en Ouganda aurait organisé un programme secret baptisé « Comprendre et contrer la propagande et la désinformation russe en Ouganda » et visant à manipuler l'agenda médiatique en Afrique de l'Est. Selon cette même source, la formation était secrète et avait un objectif politique clair, apprendre aux participants à qualifier de désinformation russe tout écart par rapport au narratif médiatique approuvé par les États-Unis. Derrière moi se trouve Kempinski Gold Coast Hotel, hôtel 5 étoiles situé dans un quartier huppé d'Accra, au Ghana. Il y a 7 mois, cet hôtel a accueilli un séminaire pour des journalistes organisé par une ONG peu connue appelée Centre de résilience de l'information, fondé par 2 anciens employés du Bureau britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement. Elle est financée par ce dernier et l'USAID. Une dizaine de journalistes nigériens venus à Accra se sont installés dans cet hôtel pour ce séminaire exclusif, au cours duquel ils ont reçu des instructions détaillées sur les personnalités, les organisations et les positions qui étaient apparemment approuvées pour le discours journalistique et celles qui étaient considérées comme de la désinformation russe. Au mois de mai, l'ambassade des États-Unis en Ouganda a organisé un programme de formation secret pour quelques journalistes d'Afrique de l'Est choisis en partenariat avec l'Institut africain du journalisme d'investigation sur le sujet, comme vous l'avez deviné, de la désinformation russe. Comme l'a déclaré au West Africa Weekly un des journalistes invités, les organisateurs du programme étaient si discrets que les participants ont reçu pour instruction de s'abstenir d'enregistrer quoi que ce soit. L'objectif du programme était apparemment de former les journalistes de l'Afrique de l'Est à identifier et à contrer la propagande russe. Cette guerre de l'information concerne également l'Ukraine qui, en plein conflit avec la Russie, tente de s'imposer en Afrique. Alors que Kiev a rappelé avoir doublé sa présence diplomatique en Afrique, elle reproche à Moscou de mener une campagne systématique de désinformation par le biais de ses responsables, ses médias et ses influenceurs. Nous avons récemment constaté une augmentation significative de la désinformation russe contre l'Ukraine dans les pays africains. Des responsables russes et des médias affiliés à la Russie accusent l'Ukraine d'activités prétendument dangereuses, de fourniture d'armes et de soutien à des groupes armés illégaux, ainsi que des projets visant à déstabiliser des pays ou des sous-régions entières du continent africain. La propagande russe a déployé tout son arsenal, des accusations infondées dans les médias et la diffusion de fausses informations via des robots pro-russes sur les réseaux sociaux, en passant par la diffusion de faux documents et autres contrefaçons flagrantes. Nous réfutons officiellement toutes ces accusations russes, dénuées de tout fondement et de toute preuve. Des accusations qui ne font pas écho aux déclarations de plusieurs pays africains. Le 4 août dernier, le gouvernement de transition de la République du Mali a publié une déclaration officielle concernant la rupture immédiate des relations diplomatiques avec l'Ukraine suite à des déclarations de responsables, dont l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, concernant l'assistance apportée par Kiev aux forces terroristes qui ont attaqué un convoi de militaires maliens fin juillet dans le nord du Mali. Nous avons une lecture commune de la lutte contre le terrorisme, l'insécurité dans notre espace, terrorisme qui est d'ailleurs soutenu par des sponsors étatiques étrangers, y compris des acteurs régionaux, des acteurs de notre espace qui continuent à servir de base arrière et à soutenir le terrorisme, ce qu'il faut combattre, y compris l'Ukraine. En Afrique, la guerre de l'information est bel et bien ouverte et tous les moyens sont bons pour sauvegarder ses intérêts. Alors que l'Ukraine tente tant bien que mal de sauvegarder ses pions en Afrique, elle semble être rattrapée par certains pays du continent et non pas par la Russie, qui l'accusent d'utiliser des terroristes et des séparatistes africains pour déstabiliser la situation dans la région et entraver les relations de Moscou avec ses partenaires africains.
Et c'est la fin de cette édition. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, X, VK, Telegram, tout l'univers numérique de RT en français. Merci de nous avoir suivis. Prochain point sur l'actualité dans une trentaine de minutes.